Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode auquel je tiens particulièrement. Rendez-vous face à la mer, à Marseille, à quelques pas de la corniche Kennedy, au détour d'un petit passage qui débouche sur les rochers. On se retrouve alors devant le portail de cette bâtisse que toutes celles et ceux qui ont pris cette route littorale ont aperçu. Nous voici dans un temple de la gastronomie française, le Petit Nice. C'est pas rien de venir ici, de s'asseoir face au chef et d'entendre cet accent et surtout cette façon unique de prononcer certains mots. Ce n'est pas rien de retrouver dans cette musique la voix de son père et de repenser aux dizaines de fois où à l'arrière de la voiture alors qu'il conduisait, on est passé par là, en longeant la mer, en lisant ces lettres bleues peintes sur le mur blanc éclatant, Paseda. Sur un rocher, la mer aux pieds, il y a donc là depuis 1917 entre l'anse de Maldormé et celle de la Fausse Monnaie, une famille qui reçoit Marseille et qui l'incarne aussi. Ce nom d'ailleurs, il est indissociable de la ville. Ici, on s'est battu pour défendre Marseille et faire entendre au loin le nom de cette ville aussi. Ce lieu est ancré là, comme un bateau qui ne voudrait jamais plus quitter son port et qui passe son temps, pourtant, à regarder vers l'horizon. Cet endroit ressemble à Gérald Paseda, ou est-ce l'inverse ? Quoi qu'il en soit, il y a là toute l'énergie que vous allez entendre d'un chef qui a su maintenir un héritage et l'emmener vers le Graal de la gastronomie. Cet endroit, il est posé, immuable, face à la mer, dans le Mistral. Il se tient fier, immobile, et en même temps, il clame un nom à tous ceux qui passent devant. Pas si calme en fait. Il gueule aussi son envie de vivre et d'explorer, son goût pour la densité d'une vie qui ne s'arrête pas quand vient la nuit. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et à vrai dire, je ne sais pas si je vous parle de cet endroit, si je vous parle de ce chef 3 étoiles, si je vous dis que face à nous, alors que j'allume les micros, il y a l'immensité de la mer Méditerranée, qu'on est baigné de lumière mais qu'on sent que l'énergie ici, c'est aussi épouser le tumulte. Les micros sont posés sur une table basse, à côté d'un livre sublime que le chef a signé en 2013 et que je possède depuis sa sortie. Ce livre, il s'appelle « Des abysses à la lumière » et on pourrait presque s'arrêter là. Mais je vous propose, pour éclairer la profondeur de sa cuisine, de découvrir l'histoire de Gérald Paseda. Mon histoire a débuté dans une auberge marine, créée par mon grand-père en 1917, puis reprise par mon papa, par mon père donc en fait, et ma mère. Et donc pour parler de mon enfance plus globalement, ça a toujours été, si je puis dire, ça a été une très belle enfance, ça a été une enfance bercée par l'esprit du commerce, l'esprit par l'abnégation, par le travail, en voyant tout le temps des parents travailler sans cesse, etc. Bien sûr. Et c'était plutôt charmant de ce côté-là, puisque j'avais une certaine liberté. Une liberté de pouvoir m'amuser dans ce jardin et ce promontoire qui est sur la Méditerranée. Une liberté d'être dans les jupes des dames et des femmes de ma famille. Une liberté de pouvoir vaquer un petit peu en cuisine et regarder ce qui se passait. Être sensible aussi à tous les produits qui pouvaient arriver dans cette maison. Les odeurs, les senteurs, l'horizon. L'horizon très très important. L'évasion. Pas la méditation à cette époque, mais cette sensation d'évasion, d'être sur un bateau immobile, a permis, je pense, quelque part, ça m'a permis, si je puis dire, d'avoir un champ des possibles qui s'ouvrait à moi dès le plus jeune âge, en fait. Il faut le décrire pour les gens qui ne le connaîtraient pas, parce que Oui. c'est un personnage à part entière. Ce décor-là, cet endroit-là, quand vous parlez d'horizon qui s'ouvre, effectivement, grandir dans un lieu comme ça, forcément, ça imprime quelque chose. On est au bout
Comment on décrirait cet endroit? On est sur la mer. On est sur la mer, c'est un promontoire en fait. C'est surtout un bateau immobile en fait. C'est ça qui me... Je crois que c'est la précision à apporter. C'est un promontoire sur la Méditerranée, au centre de la cité phocéenne, qui est assez bruissante. Et ici, c'est quand même un havre de paix que peintres et poètes ont chanté finalement. Et ça me tient réellement à cœur, puisque c'est aussi une histoire familiale, une histoire de cœur, une histoire de partage, une histoire de transmission. Et pour revenir à mon enfance, donc j'étais toujours dans les jupes de ces dames, et a fortiori aussi avec les clients, parce que j'aimais bien regarder ce qui se passe dans cet établissement. Au début, forcément, ce n'était pas ce qu'il est maintenant. La cuisine n'était pas ce qu'elle est maintenant, mais il y avait toujours cette tendance culinaire axée sur le poisson, sur le respect de la Méditerranée, puisque dans ma famille, j'avais mon oncle qui était pêcheur. Une de mes tantes avait une ferme ici aussi, dans les quartiers nord de Marseille. Et puis du côté de mon grand-père, que je n'ai pas connu, paternel, nous sommes issus du Quercy, qui est quand même un terroir magnifique en France. Et du côté de ma maman, je suis issu d'une famille italienne, ce qui implique des origines, je crois, croisées et similaires à la fois, qui m'ont permis, je pense, d'avoir cette appétence pour, d'une part, pour le recevoir, pour la cuisine, pour le goût, pour tout ce qui est culinaire, et tout ce qui a une saveur, une senteur, toujours dans le respect de la Méditerranée, en fait. Comme tout enfant, on se destine à plein de choses, notamment pas ce que font les parents forcément. Et ce que je pensais devenir, c'était plutôt artiste peintre au départ, ou voire vétérinaire comme beaucoup d'enfants, ce qui est logique, parce que j'ai une passion énorme pour les animaux. Et je me suis élevé avec des animaux d'ailleurs. Enfin, mes parents avaient pas mal d'animaux avec lesquels je cohabitais. Mais c'est la peinture qui m'a ouvert un petit peu l'esprit, peinture, sculpture, tout ce qui était un petit peu... le travail de la main, le travail de l'œil, ça a été le point de départ. J'étais assez doué en travaux manuels à l'école, et sur des sculptures ou des peintures, et du bois, du fer, du métal, enfin bon, peu importe. Tout ce qui était manuel me passionnait. Enfin, peu importe où et non, parce qu'on se parle de matière, on se parle d'œil, on se parle de sensibilité. L'aspect esthétique des choses a une importance capitale dans la manière dont vous appréhendez encore aujourd'hui les choses. Donc à cette époque-là, il y a déjà cette sensibilité-là. Oui, bien entendu, parce que il faut dire aussi une chose, c'est que je suis aussi issu d'une famille d'artistes quelque part. Ma grand-mère était chanteuse à l'Alcazar. Elle a été aussi la muse de Louis Lumière, où elle était mannequin pour lui-même. Vous voyez, j'ai des autochromes qui sont en bas. Et puis mon père était ténor et à l'opéra de Marseille. Il a fait pas mal d'opéras à l'époque en Afrique, en France, etc., etc. Et lui a dû reprendre cet établissement, d'où cette fibre un petit peu artistique qui est innée quelque part. Et ce regard que j'ai sur les choses, c'est toujours un regard apaisé. Et je cherche tout le temps à trouver le meilleur, que ce soit dans une histoire, dans un endroit ou dans un lieu, ou un site géographique, ou un musée, ou peu importe, ou dans une cuisine, ou dans des plats, ou dans des assiettes. Et c'est un petit peu ça qui me meut, quelque part. Et l'esprit de cette enfance que j'ai passée ici a été d'une telle... comment dirais-je, à la fois d'une telle douceur et aussi... le fait que je sois séparé souvent de fois de mes parents parce qu'ils travaillaient énormément, ça a été quelque chose où je me suis un petit peu construit avec les tantes, les oncles, les grands-parents, et qui m'ont apporté d'autres bases que mes parents, en fait.
notamment la ferme pour une de mes tantes. Vous savez, j'ai eu une révélation vers 7 ans avec ma tante Nia qui cuisinait le poisson comme pas deux à la cheminée. D'ailleurs, je lui ai dédié une recette qui, dans mon imaginaire, ressemble à ce que je mangeais lorsque j'avais 7-8 ans. Et lorsqu'on regardait tous les dimanches, comment dirais-je, Monsieur Cinéma ou des choses comme ça, vous voyez, je vous parle des années quand même 67, 68. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vouloir mettre mon doigt, puis la cuillère, puis puis la mie de pain dans des plats de lèche frite, avec comment dirais-je, ces poissons un petit peu surcuits, et la peau qui croustille comme ça, et le citron qui est caramélisé, vous voyez, comme on pourrait le faire, et on veut pas le faire, mais finalement, c'est excessivement bon. Et chaque dimanche passant, chaque fois, le plat était de plus en plus meilleur, quoi, comme ça. Et ça m'a vraiment, je crois que ça m'a vraiment sollicité d'une part. Le palais, l'ouïe, parce que lorsqu'on ouvrait le four, il y avait toute ce mijotage. Bien entendu, tout ce qui était olfactif, forcément. Le feu de la cheminée aussi, puisqu'elle cuisait et cheminée et four. Et bon, c'était pour moi quelque chose qui a été un petit peu comme ça, suspendu dans le temps. Et je réalisais pas à l'époque, forcément, parce que quand on le vit, on ne peut pas réaliser ce que ça peut ensuite créer pour le futur. Le mot qui est revenu le plus souvent dans ce que vous décrivez de ce temps-là, c'est le mot liberté. Et il y a à la fois cette liberté d'être et de mouvement du fait de l'absence temporaire des parents pris par leur métier, et une liberté d'esprit aussi avec des parents qui, on le sent, sur la fibre artistique, ne vous brident pas et vous laissent rêver, entrevoir, vous projeter, ayant eux-mêmes cette sensibilité-là. C'est vrai, mais je crois que la liberté de l'être est la chose la plus importante pour pouvoir créer, j'ai l'impression. Même si pour la création, on doit être souvent au pied du mur, parce qu'on ne peut pas faire ça dans la souplesse ni dans la bourgeoisie, si je puis dire. Il faut vraiment être aussi un petit peu... Dans la difficulté ? Dans la difficulté, forcément. Et puis, il faut avoir aussi un petit moteur intérieur qui vous dise, il faut vraiment là faire quelque chose pour que le monde change. Et là, on en arrive peut-être un petit peu trop tôt dans notre conversation, mais Marseille avait été décriée pendant des années et mes grands-parents ont bien profité des années 17 à 50, 60, vous voyez. Mais ensuite, mes parents ont eu pas mal de difficultés parce que Marseille était beaucoup plus difficile et avait une image de marque qui n'était pas ce qu'elle est à l'heure actuelle. Très très loin de l'image actuelle. Ouais. Absolument. Ouais. Et donc ceci, vous savez, il y a des fois où je voyais ma mère à la réception se faire rabrouer par des gens qui venaient d'ailleurs en disant oui, ça se voit qu'on est à Marseille, etc., etc., etc. Et ça, déjà très tôt, vers entre 7 et 12 ans, vous voyez, c'était quelque chose qui... Je me disais, mais c'est pas possible, on est si mauvais ici. Enfin, franchement, il y a quelque chose qui va pas. Très mauvaise image, on fait pas partie de la France, on fait pas partie de l'Europe. Enfin, je comprenais pas trop, quoi. Qu'est-ce qu'elle a, cette ville qui est aussi décriée. Et à partir de ce moment-là, c'est mis quelque part en moi, je veux dire entre 7 et 12 ans, un moteur un petit peu comme ça intérieur qui me disait, mais il faut absolument faire quelque chose pour ici. D'une part pour le Petit Nice, bien entendu, d'autre part pour la ville de Marseille. Ouais, pour ce territoire. Pour ce territoire, et puis qui est, à mon sens, grandiose, magnifique, qui respire la pureté, qui respire la liberté, comme je disais tout à l'heure, forcément. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris quelque part que cette situation pouvait, je n'ai pas vraiment compris, mais pouvait sincèrement devenir meilleure dans le futur. Et pour tout dire, en fait, j'ai eu la chance que mes parents aussi m'amènent une fois par mois faire une grande table, que ce soit dans le sud de la France ou dans la France entière. Nous sommes allés à l'époque chez Verger, nous sommes allés à l'époque chez Houtier, nous sommes allés à l'époque chez Rostand, nous sommes allés à l'époque chez Bocuse, nous sommes allés à l'époque chez Trois Gros, et puis un jour nous sommes arrêtés chez Alain Chapelle, et plein d'autres bien entendu que j'oublie, etc., etc. Mais Alain Chapelle a été pour moi, je m'appellerai toujours, j'avais 12 ans, c'était mon anniversaire, donc mes parents m'avaient offert ce voyage, et je me rappellerai toujours que ce moment qui était un petit peu hors du temps, où je voyais ce monsieur tout en blanc, avec un très grand tablier blanc, pratiquement touchant le parterre, dans son établissement à Mionnet, qui était un petit peu
comme un cloître, si je puis dire, pratiquement avec une sensibilité religieuse presque. Il y planait une sérénité que j'avais rarement pu percevoir ainsi dans un restaurant. Et je me suis, comment dirais-je, j'ai été ébloui par un plat, je m'en souviendrai toute ma vie, qui était un homard à la nage de vin jaune. Et à partir de ce moment-là, en ayant pu avoir la chance d'être à la table de monsieur Alain Chapelle avec mes parents, j'ai eu un petit déclic qui me disait, mais toi aussi tu pourras être capable un jour, et tu devrais être capable, et tu vas être capable d'atteindre un petit peu une constance et une fluidité dans le service, la restauration et la cuisine qui, justement, pour moi, est une liberté. Qu'est-ce qui vous parle à 12 ans? Parce qu'à 12 ans, alors vous l'avez dit, il y a une forme d'initiation déjà. Tous les enfants ne sont pas exposés par leurs parents à cette culture qu'est la gastronomie. Donc il y a déjà ce terrain-là. Mais qu'est-ce qui, à 12 ans, fait que vous avez ce choc? Et qu'est-ce qui, dans ce que vous voyez et vivez, vous parle particulièrement? On sent qu'il y a un mélange de choses qui pourraient se mettre grossièrement sous le nom d'excellence. Parce qu'on se parle de service, on se parle de cuisine, on se parle d'un plat dont vous vous souvenez encore aujourd'hui. C'est pas rien, tout ça. Bien sûr. Et qui vous fait dire très vite beaucoup de choses sur votre avenir et votre envie d'en être, entre guillemets. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance de savoir très tôt ce que je voulais devenir, en fait. Et ça, je vois que c'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance-là. J'ai un caractère bien trempé, je mâche rarement mes mots. Je suis un petit peu connu aussi pour ça. Mais j'aime voir loin, avoir des rêves, et essayer de les réaliser. Parce que je pense que si on n'a pas de rêve, si on ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, si on n'est pas curieux, si on ne s'ouvre pas le champ des possibles, et surtout si on a quelque chose à dire, ou quelque chose à faire, ou quelque chose à prouver, ou à démontrer, je ne sais pas pourquoi, c'est presque métaphysique ce que je peux dire, ok, eh bien, on va s'arrêter à un mur. On est devant quelque chose qu'on ne peut pas sauter, si je puis dire. Et moi, je ne voulais pas ça. Je voulais pleinement pouvoir exprimer ce que j'avais au plus fond de moi-même. Et je l'ai compris à ce moment-là. J'ai compris à ce moment-là que ce moment d'aisance, un petit peu comme ça, comme je disais, un petit peu en suspension, était pour moi quelque chose, c'était un saint Graal. Voilà. Pour moi, c'était le saint Graal à atteindre. Il est vrai qu'il n'y a pas toujours eu dans mon enfance des moments de bonheur comme beaucoup d'entre nous, mais ceux-ci, je me plais à penser de les oublier rapidement, parce que c'est pas ce qui intéresse, je crois, sincèrement. Les peurs, les rancœurs, les combats, tout ce qui forge l'humain n'est pas vraiment ce qui intéresse les gens, je crois. Ce qui peut les attirer, c'est plutôt la façon dont ceci a été fait pour que l'on puisse arriver à un résultat, et que le résultat obtenu, on essaye tout le temps d'afficher le meilleur de nous-mêmes et d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'enfant, vous vous êtes construit en vous disant que vos difficultés, vos peines, ou ce qui pouvait représenter des obstacles, n'étaient pas des choses à considérer, qu'il valait mieux se pencher sur ou vers l'horizon? Oui, je pense. Je suis un petit peu fataliste, en fait. Et je pense qu'on attire que ce que l'on doit tirer, et puis et vice versa, quoi. Ouais. Et c'est en ce sens-là que je vous dis les choses, parce que bon, et on se construit de ses erreurs forcément, et puis il y a beaucoup d'opiniâtreté, et puis ça c'est un caractère que l'on se forge petit à petit. Et je sais que, en plus, ceci peut être expliqué aussi par le fait que je sois fils unique. Ça c'est aussi peut-être une des explications. Et l'envie aussi de me prouver, de prouver aussi à ma famille que rien n'est possible à atteindre à partir du moment où on a vraiment l'envie, la vision, et où on efface les peurs et tout ce qui peut altérer une envie de progresser, quoi. C'est ça. À l'adolescence, de fait, vous vous sentez chargé d'une perspective. En tout cas, vous en avez peut-être pas encore les mots, mais le pressentiment. Comment vous allez la traduire? Par quoi ça va passer par la suite? À un âge où, très honnêtement, beaucoup de gens ne pensent qu'à, et c'est très bien, aller jouer au foot ou faire du vélo. Vous, on sent que naît une ambition
voilà, pas hors norme, mais pas commune. L'adolescence a été, je crois, pour ma part, à contrario, très difficile. Très difficile parce que, comme je vous parlais tout à l'heure, qu'entre 10 et 12 ans, on me montait quelque part un moteur de revanche, si je puis dire, sur le manque de notoriété de cette ville. Ceci s'est transformé un petit peu en moteur de haine, quelque part. C'est difficile à dire, mais c'est pour ça que la créativité arrive après cela, en fait. Et pourquoi? Parce que je trouvais très injuste que mes parents soient ainsi, comment dirais-je, travailler, si je puis dire, 18-19 heures par jour, 7 sur 7, etc., sans prendre de vacances pendant des années et des années, pour mener à bien cette maison au plus haut du firmament qu'ils pouvaient atteindre, et que ceci ne soit pas reconnu. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience à l'adolescence. Et c'est à partir de ce moment-là où, dans mon adolescence, j'ai un petit peu brûlé la vie par les deux bouts. La rage, là il y a de la rage. De la rage qui s'est installée forcément. C'est tombé à l'époque où mon père a eu une étoile en 1977, puis il a obtenu la deuxième étoile en 81. Ensuite, il est devenu relais des châteaux en 77 aussi, ce qui était un grand pas pour moi, pour lui. Et j'étais très heureux pour mes parents, mais ceci ne suffisait toujours pas. Dans l'espace gastronomique franco-français, à l'époque, la France était axée au point de vue gastronomie, c'est ce dont nous débattons en fait, sur Paris, sur les palaces, sur la Bourgogne en général, et un petit peu sur la Côte d'Azur. Le reste du pays était un no man's land, il n'y avait rien d'autre, quoi. C'est pour ça que ça tombé pile poil dans cette situation-là. Et puis ça a été, comment dirais-je, j'ai transformé cet essai, si vous voulez, en partant à New York en 78. Je me suis dit, mais Marseille, il y a autant d'atouts que New York. Bon, c'est un petit peu présomptueux de dire ça. Et en 1978, il faut remettre les choses dans leur contexte. New York était dangereuse. Elle était bruissante. Elle avait beaucoup d'aspérité, beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'artistes, beaucoup de créateurs. Il y avait Basquiat, il y avait Warhol, vous voyez. Une forme de jungle. Une forme de jungle underground qui m'a passionné, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse partie de cette jungle aussi, forcément, pour arriver à faire quelque chose. Il faut que je comprenne le côté sombre de cette histoire-là. Vous allez chercher une énergie, là. Vous y allez dans quelle perspective à New York? Et c'est pour quelle? C'est une curiosité à ce moment-là? C'est une chance? Non, mes parents avaient eu une gratuité sur un voyage, donc on s'est arrêté 3 jours. Je me rappellerai toujours Waldorf Astoria. Et de là, j'en ai profité pour faire une fugue quelque part, comme un adolescent, à 18 ans, et planter devant le studio 54 pour essayer d'y rentrer. J'ai mis 3 soirs à y rentrer. Seulement, je n'en suis plus sorti après, parce que j'ai rencontré Warhol, Lou Reed, enfin, etc., etc. Et je suis parti avec eux, comme ça, en fin de soirée. Mes parents me cherchaient de partout dans New York. Ils ne me trouvaient pas forcément parce que je n'étais pas rentré. Voilà, donc c'est un petit peu parti de là. Et ça a été vraiment, quelque part, chez moi, un point révélateur sur le futur que je souhaitais développer, sincèrement. C'est difficile à dire, mais rétrospectivement, forcément, quand vous repensez à ces moments-là, qui sont des moments clés, qu'est-ce qui vous parle dans cette ville, chez ces gens, dans cette soirée-là? Quelle est la note qui fait que vous allez... Liberté, toujours. Ouais. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on est là. À partir du moment où on fait pas ce qu'on veut pour rien, on fait ce qu'on veut pour faire, en fait, pour créer, pour la créativité. On a tous besoin d'influence comme ça à un moment donné dans sa vie, j'imagine. J'espère. Et pour moi, ça a été vraiment un révélateur. Je vous rappelle que à cette période-là,
Je rentrais à peine à l'école hôtelière, hein, ou je sortais de l'école hôtelière, je ne sais plus trop, et je commençais déjà à travailler énormément, quoi. Et à cette époque-là, c'était pas très grave de travailler énormément, de sortir beaucoup et de faire tout à la fois. Voilà, il n'y avait pas de règles. Densité, beaucoup de densité. Beaucoup d'énergie, beaucoup de choses différentes. Pour moi, quelque part, petit adolescent d'une ville moyenne à l'époque, parce que Marseille, même si c'était la deuxième ville de France, ça l'est toujours, mais c'est quand même une ville moyenne. C'est un village quelque part. C'était un village. Et j'arrivais dans ce tremplin majestueux qu'est New York, et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est là qu'il faut être, en fait, finalement. Et puis, si tu ne peux pas être là, il faut que tu puisses essayer de relever ta ville pour amener, parce que il y avait cette connotation portuaire qui est à New York, il y avait cette intensité ce bruissement, tout ce qui est un petit peu, toutes ces aspérités new-yorkaises qu'on pouvait retrouver à minima à Marseille, parce qu'à l'époque, il faut bien dire les choses comme elles sont, c'était une ville rugueuse aussi, Marseille, où il régnait certainement, l'époque de la French Connection, c'était pas facile non plus. Et on est en plein dans cette phase. Oui, parce que vous parlez souvent d'une ville pure. C'est pas forcément le mot qui vient à l'esprit des gens quand on pense au Marseille de cette époque-là. Moi, je parle d'une pureté, si vous voulez, une pureté de l'air, une pureté visuelle, une pureté de l'horizon. Mais il est vrai que Marseille est une ville qui est adossée sur une pureté, mais qui n'est pas pure au départ. Voilà. Ouais, très contrasté, le contraste. Très contrasté. Et je pense que je suis un petit peu un caméléon en ce sens-là, quelque part. Ouais. Vous portez ça. Depuis le début, vous parlez de cette ombre et de cette lumière qui vous aspire, mais de cette ombre qui vous nourrit. Hein. Regardez le livre, il s'appelle Des abysses à la lumière. Et ceci est ma vie, en fait. Ouais. Des abysses à la lumière. On se parle de ça depuis le début, là. Exactement.